Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Mise au point, le premier de la série sur l'épuisement des ressources. Et on va y parler du phosphore. Le phosphore est un élément chimique, le 15e du tableau de Mendeleïev. Le mot phosphore est issu du grec et veut dire porteur de lumière. Cela vient du fait que le phosphore pur émet de la lumière par réaction chimique au contact de l'oxygène. Vous avez peut-être déjà entendu parler de bombes au phosphore ou de phosphore blanc, qui ont été largement utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et les conflits suivants. Ces bombes provoquent de terribles brûlures et un nuage corrosif. Les bombes au phosphore sont pires que le napalm et sont considérées comme des armes chimiques. Leurs effets étaient si horribles qu'en 1983, l'ONU interdit son utilisation offensive et classe son utilisation en tant que crime de guerre. Ce qui n'empêche pas qu'on entende parler de temps en temps. Malgré cette mauvaise publicité, et assez ironiquement, le phosphore est absolument indispensable à la vie. On le retrouve dans toutes les formes de vie connues. Il joue un rôle majeur dans la structure de l'ADN, le code génétique qui définit chaque être vivant. C'est aussi un élément de l'ATP, la molécule qui sert de source d'énergie à tous les processus cellulaires qui en ont besoin. Pour bien faire, c'est aussi un élément essentiel de la paroi cellulaire, et il s'associe avec le calcium et l'oxygène pour servir de briques élémentaires à nos os et nos dents. Un humain moyen contient environ 700 grammes de phosphore, dont la majorité dans les os et les dents, ce qui fait quand même 1% de notre masse. Le phosphore est apporté par l'alimentation et en partie extrait dans nos excréments et nos urines. Oui, j'ai réussi, je suis dedans. Je vais pouvoir poser des questions et dynamiser un peu tes vidéos parce que, sans vouloir te vexer, parfois elles sont un petit peu chiantes. Donc je vais commencer par une question facile. Si je comprends bien, il y a du phosphore dans tous les êtres vivants. Et oui, dans tous les animaux et toutes les plantes. Le phosphore va circuler dans les écosystèmes mais avec quelques petites subtilités. Le phosphore ne se trouve pratiquement pas sous forme gazeuse dans les conditions de notre planète. Cela peut paraître anecdotique, mais c'est très important. Comme l'atmosphère ne contient pas de phosphore, l'essentiel du phosphore disponible sur les terres provient de l'érosion. Certaines roches contenant du phosphore sont érodées par les intempéries. Le phosphore ainsi solubilisé peut être absorbé par les plantes et les animaux pour qui il est nécessaire. Quand il est libéré à la mort des organismes vivants ou via les urines et les excréments, il est de nouveau disponible pour d'autres organismes. Et il peut rester dans ce cycle relativement longtemps. Et ce cycle dont tu parles, il dure toujours ? Eh bien non. Une partie de ce phosphore va finir dans les océans par ruissellement. Dans les océans, il est également un élément essentiel à la vie, et il existe même un ratio constant pour le phytoplancton, les tout petits végétaux à la base de la chaîne alimentaire océanique. Le phytoplancton contient 16 atomes d'azote pour 1 de phosphore. Ce phosphore va être échangé entre les êtres vivants. Une partie va finir par se déposer dans les sédiments marins qui vont former des roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires peuvent être amenées à la surface par la tectonique des plaques au bout d'un temps très très long. Une fois la surface terrestre atteinte, les roches vont être érodées et le phosphore piégé dans les sédiments pourra être réintroduit dans le cycle terrestre. Si on s'intéresse à des échelles de temps relativement courtes, on considère que le cycle du phosphore est ouvert. Le phosphore absorbé par les sédiments est perdu pour le cycle, alors que celui extrait des roches entre dans le cycle. Ok, donc sur Terre, le phosphore est échangé entre les êtres vivants, et s'il va dans l'océan, il faut attendre super longtemps avant qu'il revienne dans le cycle. C'est ça ? C'est presque tout bon. Il y a une petite subtilité. Certains animaux peuvent ramener du phosphore marin sur la terre ferme, même si cet apport reste moindre que celui lié à l'érosion. Par exemple, les saumons vont concentrer du phosphore pendant leur voyage dans l'océan. Lorsqu'ils remontent les cours d'eau pour mourir à l'intérieur des terres, ils ramènent avec eux du phosphore marin qui redevient disponible pour la faune et la flore aux alentours. Les oiseaux marins, en se nourrissant de poissons, vont également prélever du phosphore marin pour le ramener sur la terre ferme. Leurs excréments forment ce qu'on appelle le guano. Ce guano est riche en phosphore mais aussi en azote. Ces deux éléments étant limitants pour beaucoup de sols, en ajouter permet d'augmenter significativement la production agricole. Ce qui a fait du guano, donc de la merde d'oiseaux ou de chauves-souris, une ressource stratégique du 19e siècle où les engrais étaient encore rares. Le guano, cool. Mais du coup, le phosphore est utilisé par l'agriculture ? Et oui, et on arrive à ce qui nous intéresse. Pour beaucoup de nos sols, ce qui limite la croissance, c'est la disponibilité de certains éléments, notamment l'azote, le phosphore et le potassium. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rendement agricole a explosé.
Vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution du rendement du blé dans les pays en développement depuis les années 50. Et cette augmentation est due à plusieurs éléments. L'utilisation de végétaux à haut rendement, l'usage de pesticides, l'irrigation, mais aussi l'usage d'engrais. C'est cette agriculture intensive qui a permis l'augmentation rapide de la population. Si on avait gardé la production des années 1950, le monde aurait connu davantage de famine et il aurait fallu convertir encore plus de surface terrestre en surface agricole. Et au final, le monde aurait été probablement moins peuplé. Évidemment, le développement de l'agriculture intensive a aussi engendré des problèmes et notamment des dégâts considérables à l'environnement et en partie à cause du phosphore d'ailleurs. Attends, l'impact du phosphore sur l'environnement, t'en as déjà parlé, non? Eh oui, je suis content que tu t'en souviennes. Le phosphore est impliqué dans le phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire de surcharge des milieux en nutriments. Lorsqu'il y a trop de phosphore et de nitrate dans les eaux, on obtient une zone avec énormément de nutriments disponibles et donc propice à la prolifération d'organismes. On assiste à une multiplication d'algues, ce qui peut considérablement affecter le milieu. On avait vu que le phosphore était le facteur limitant dans les eaux douces, alors que le nitrate était limitant dans les mers et les océans. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'épuisement des ressources, et c'est pour cela qu'on ne traite que le phosphore. L'azote, lui, peut être extrait de l'atmosphère, où il est présent en grande quantité. Cela requiert de l'énergie, ce qui peut être problématique, mais cette ressource elle-même n'est pas limitée. Tu pourrais faire un effort, hein. Il n'y a jamais rien de positif dans tes vidéos. Bon, si tu insistes, nos activités relâchent du phosphore dans l'environnement. Il y a des endroits où cela pose problème, mais il y a également des milieux où il en manquait, et on assiste donc à une augmentation de la vie, grâce à nos rejets de nitrate et de phosphore qui modifient le cycle naturel. La terre est plus verte et c'est en partie dû au phosphore et à l'azote qu'on ajoute dans les cycles naturels. Ok. Donc il y a des gros rendements agricoles grâce au phosphore. Mais je sais toujours pas d'où il vient ce phosphore. L'homme a commencé très tôt à enrichir les sols agricoles en phosphore, en y épandant des déjections humaines ou animales, en utilisant du guano ou même de la poudre d'os. Mais aujourd'hui, une grande partie de l'apport en phosphore utilisé dans l'agriculture intensive provient des roches sédimentaires phosphatées. C'est le vivant qui concentre le phosphore. Dans les océans, il existe des zones où les eaux profondes remontent et créent localement des zones toxiques, pour des raisons un peu compliquées à expliquer. La mortalité des animaux passant par là étant importante, les eaux et la matière organique se déposent et une couche sédimentaire riche en phosphore se développe et deviendra plus tard une roche sédimentaire dans laquelle le phosphore sera très concentré. De façon générale, une roche phosphatée se forme à l'endroit où des eaux et des débris organiques se concentrent, peu importe la raison. Comme pour le guano, on voit que c'est l'activité du vivant qui concentre le phosphore. Et c'est assez rigolo parce que cela veut dire qu'on ne trouvera pas de roche phosphatée sur la Lune par exemple. Il y a du phosphore sur la Lune, mais il est réparti de façon homogène, sans vivant pour le concentrer. Son exploitation serait donc beaucoup plus compliquée, voire simplement impossible. On va devoir faire avec ce qu'on a sur Terre. Les roches phosphatées vont donc être distribuées sur Terre en fonction de l'activité géologique et biologique sur le très long terme. Lorsqu'on exploite une roche phosphatée, on tire profit de la concentration par le vivant il y a très longtemps et sur des périodes très longues. Le phosphore rejoint d'ailleurs les ressources fossiles sur cet aspect. Si je comprends bien, à notre courte échelle de temps, je peux considérer que les roches phosphatées ne se créent pas. Mais on en a donc une quantité limitée. Et là, nous entrons dans le vif du sujet. On a une ressource naturelle non renouvelable et elle va donc pouvoir s'épuiser. En gros, on utilise des roches phosphatées en grande partie comme engrais et ce phosphore finit par être totalement dilué dans les océans et donc irrécupérable pour nos sociétés. Cette ressource naturelle étant en quantité finie, on va nécessairement finir par l'épuiser. C'est parfaitement logique, c'est ce qui arrive à tout ce qu'on utilise plus rapidement qu'il n'est créé. Mais c'est comme pour moi en fait, si je dépense plus d'argent que j'en gagne et que je vis indéfiniment, je finirai à la rue, peu importe ce que j'avais au début sur mon compte en banque. C'est la même logique, non? Exactement, et les ressources économiques non renouvelables vont toujours suivre la même logique. On va d'abord avoir une augmentation de la production. Au début, la demande va croître, les technologies vont se démocratiser à l'usage et les géologues trouvent facilement de nouveaux gisements. Et c'est ce qu'on observe avec l'exploitation des roches phosphatées, comme tu peux le voir sur le graphique. Ah oui, mais ça on a dit que ça pouvait pas durer. C'est ça, on va donc passer un jour par un pic de production. C'est ce qu'on appelle le pic de Huber. Et je suis sûr que tu as déjà entendu parler du pic pétrolier, qui est sûrement l'exemple le plus connu. Et après ce pic, on n'a plus rien? Ah si, on va continuer de produire, mais de moins en moins, jusqu'à l'épuisement des ressources.
En fait, la courbe proposée par Hubert est relativement symétrique. Autrement dit, la production devrait diminuer après le pic, comme elle a augmenté avant. Et du coup, une fois le pic franchi, on a une idée approximative de la production des années suivantes. Ok, mais il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. Déjà, pourquoi la production diminue? Pourquoi on n'augmente pas la production annuelle jusqu'à l'épuisement? C'est une excellente question et c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que c'est vrai pour pratiquement toutes les ressources non renouvelables. Au début, on va exploiter les gisements les plus concentrés et les plus faciles d'accès parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus rentables. En plus, au début, on va trouver plein de nouveaux gisements, beaucoup plus qu'on en épuise. Mais plus le temps passe et moins on trouve de gisements. En plus, les gisements importants vont se vider. L'épuisement des gisements les plus riches et concentrés oblige à exploiter des roches où le phosphore est moins concentré et à creuser toujours plus profond. Autrement dit, plus on exploite une ressource non renouvelable et plus l'exploitation de ce qui reste devient difficile techniquement et coûteux en argent, en travail et surtout en énergie. Et c'est vrai pour le phosphore, mais aussi pour les métaux, le pétrole, le gaz naturel, etc. On en reparlera, mais c'est quelque chose d'important à retenir. Ouais, c'est un peu bizarre ton truc, hein. Une belle courbe bien symétrique. Déjà sur la production que tu as montrée, on voyait que ça faisait un peu n'importe quoi. La courbe de Hubert est un outil utile pour comprendre le problème dans les grandes lignes. Dans les faits, l'exploitation d'une ressource comme le phosphore dépend de beaucoup de choses. Des ressources disponibles, mais aussi du prix de l'énergie ou encore de la demande, et donc de l'évolution démographique et des choix nationaux en termes de politique agricole. Donc c'est assez difficile à modéliser précisément. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'exploitation d'une ressource non renouvelable passe mathématiquement par un maximum, et que d'après ce que l'on sait, la décroissance de la production se fait à peu près comme la croissance. Et puis on en est où? Ce fameux pic là, c'est pour quand? Parce que le fait que ça s'épuise, c'est pas grave pour nous si c'est pour dans 40 000 ans. Et plein de choses peuvent changer d'ici là. Le maximum de la production mondiale de phosphore a été estimé par plusieurs équipes scientifiques. Les premiers travaux estimaient le pic en 2034, alors que les études plus récentes ont repoussé le pic vers 2075. En gros, c'est assez difficile à estimer pour des raisons politiques, mais avec les données actuelles, les spécialistes estiment que le pic est quelque part dans les 60 prochaines années. Ah ouais, c'est pas si loin du coup. Par contre, j'ai pas compris ton histoire de politique. C'est quoi le rapport? Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les roches phosphatées sont des ressources non renouvelables très mal réparties dans le monde. Le Maroc, la Chine, l'Algérie, la Syrie et l'Afrique du Sud contrôlent 88% des ressources en phosphore. Le Maroc à lui tout seul a 75% des roches de haute qualité. L'Europe occidentale par exemple dépend exclusivement de ses importations. Et cela nous amène à une des premières conséquences. Tu sais ce qu'il se passe quand des ressources non renouvelables ne sont pas bien distribuées sur la surface du globe? Ça va être comme le pétrole, non? Tensions politiques, tensions économiques, guerre, etc. Exactement. D'ailleurs, le Maroc exploite des roches phosphatées dans l'ouest du Sahara en réclamant des droits sur ces terres. Une occupation qui est condamnée par les Nations Unies. Le phosphore est déjà source de tensions. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit que les pays qui en possèdent pourraient, pour des raisons stratégiques, vouloir les garder. La Chine, par exemple, impose une taxe à 135% sur les exportations pour limiter l'épuisement de ses réserves domestiques. Ce type de tension politique peut considérablement changer la production et la consommation, et donc la date du pic. Mais c'est très dur à prévoir. Du coup, les scientifiques ont intérêt à trouver une ressource de substitution. Sérieusement, ce genre de remarques m'exaspère un petit peu. La science et la technologie ne sont et ne seront pas capables de résoudre tous nos problèmes. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre avec le phosphore. Il est irremplaçable. C'est un élément chimique. On ne trouvera pas d'autres éléments qui ont le même effet. Une fois que l'on aura épuisé les ressources géologiques dans lesquelles le phosphore est fortement concentré, il n'y aura pas de substitut. Ce qui en fait un problème bien différent que de celui des ressources fossiles par exemple. Les ressources fossiles comme le pétrole, le gaz, le charbon sont une source d'énergie parmi d'autres, alors que le phosphore est un élément chimique irremplaçable. L'autre grande différence, c'est que les ressources fossiles sont détruites à l'usage, en libérant leur si précieuse énergie. Le phosphore étant un élément chimique, il n'est évidemment pas détruit, et va s'écouler vers les rivières, puis l'océan, ou traverser des organismes vivants dont les nôtres. Ah mais oui, c'est vachement simple en fait, on n'a qu'à le récupérer autour de nous. Le problème de ce phosphore présent autour de nous, c'est qu'il est bien moins concentré. Les meilleures roches phosphatées contiennent plus de 35% de phosphate, donc 350 grammes de phosphate par kilo de roche.
Pour retrouver la même quantité en extrayant le phosphore de l'océan, il faudrait récupérer tout le phosphate contenu dans environ 3 500 000 litres d'eau de mer. En considérant l'énergie et la technologie nécessaires, c'est absolument impensable. Ok, alors comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour ne pas tout épuiser? Eh bien, avant de voir ce qui est spécifique au phosphore, voyons ce qui est vrai pour toutes les ressources non renouvelables. Pour que ça dure plus longtemps, il suffit d'en consommer moins. Consommer moins d'une ressource non renouvelable ne règle pas le problème, mais permet d'avoir plus de temps. Si on a 600 ans pour gérer une future pénurie ou 60 ans, ce n'est plus du tout le même débat. Comme le phosphore a été très peu cher pendant longtemps et qu'aucune organisation ne veille à éviter le gaspillage, la machine économique a entraîné une surutilisation de cette ressource, dont la meilleure preuve est sans doute les importants phénomènes d'eutrophisation. Sur ce graphique, on peut voir que lorsque les pays développés se sont rendus compte que leur sol était saturé en phosphore, la demande a largement baissé. Pour consommer moins de phosphore, on peut faire évoluer les pratiques agricoles. Par exemple, un meilleur suivi des sols permet un enrichissement plus précis, au bon moment, au bon endroit, et donc moins de pertes. On peut également utiliser des techniques qui limitent le lessivage des sols. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, dans nos pays développés, on gaspille encore beaucoup de nourriture. La nourriture, qu'elle finisse ou pas à la poubelle, a demandé des apports en phosphore. Donc limiter les gâchis permet de réduire la demande en phosphore. Et comme toujours quand on parle d'agriculture, l'impact d'un végétarien est moindre que celle d'un omnivore, parce qu'il faut bien plus de surface cultivée, et donc de phosphore, pour produire 1 kg de viande par rapport à 1 kg de légumes ou de fruits. D'ailleurs, en une année, un adulte végétarien consomme et rejette 600 g de phosphore, contre 1600 g pour quelqu'un qui consomme régulièrement de la viande. Mais attends, si tout cela se retrouve dans nos urines et excréments, pourquoi on ne les utilise pas? Effectivement, vu que le phosphore est un élément, il n'est pas perdu, et la logique serait de ramener dans les champs ce qui a été pris. De fermer la boucle du phosphore pour ne plus être dépendant des roches phosphatées et vulnérable à leur épuisement. Après tout, c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps. Évidemment, cela demanderait de repenser certaines choses. Par exemple, la récupération du phosphore serait beaucoup plus facile si on récupérait ou traitait les urines avant qu'elles soient mélangées au reste des eaux usées. De plus en plus de développements sont faits en ce sens et c'est probablement ce vers quoi l'on tendra. D'autant que les enjeux sont assez importants. Ok, maintenant que je vois bien le problème, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui va se passer quand on aura plus de phosphore issu des roches phosphatées? Eh bien c'est simple, l'agriculture mondiale est extrêmement dépendante à ses ressources. Les rendements agricoles diminueraient assez brutalement, ce qui pourrait amener à des famines. C'est cela l'enjeu de cette ressource, réussir à nourrir une population mondiale qui a atteint son niveau d'aujourd'hui en partie grâce à ces roches phosphatées. Et comme d'habitude, je suppose que tous les pays ne souffriront pas de la même façon. Et oui, il y a des composantes politiques et socio-économiques, et c'est déjà le cas. Les pays qui auraient le plus besoin du phosphore sont les pays les plus pauvres, qui n'arrivent pas à produire assez de nourriture pour leur population. Et ces pays-là ne sont pas assez riches pour se fournir en phosphore. Vu ce que l'on jette comme nourriture dans les pays développés et la présence importante de phosphore dans les sols due aux épandages passés, ce n'est pas ici que la famine sévira en premier. Les scientifiques qui étudient les ressources en phosphore aimeraient que soit créée une instance internationale pour recueillir des données fiables et mieux gérer les stocks. Comme on le verra à de nombreuses reprises dans cette série, notre système économique est très mal adapté à la gestion des ressources non renouvelables. Attends. T'es en train de me dire qu'il y a d'autres vidéos, donc il y a d'autres trucs qui vont nous manquer bientôt? Eh oui, comme le phosphore est indispensable à la vie et qu'on est en train d'épuiser nos précieux stocks, il est classé par la communauté scientifique et par l'ONU parmi les matières premières minérales critiques, qui contiennent 27 autres éléments. Et on ne parle pas des ressources fossiles, des ressources en eau, des terres disponibles ou des écosystèmes. Crois-moi, on a encore du boulot. Le phosphore est un élément nécessaire à toutes les formes de vie. Il va donc circuler dans les écosystèmes jusqu'à se retrouver au fond des océans. Au bout d'un temps très très long, les roches sédimentaires vont refaire surface et leur érosion va faire rentrer ce vieux phosphore dans la boucle du vivant. Les roches phosphatées contiennent du phosphore très concentré. Elles sont donc utilisées par l'homme pour en extraire du phosphore. Cet énorme apport de phosphore a permis d'augmenter considérablement les rendements agricoles et explique en partie pourquoi nous sommes aujourd'hui si nombreux. Malheureusement, ces roches sont des ressources non renouvelables et on va inévitablement les épuiser. Vu que le pic de production n'est pas trop loin dans le futur et qu'une pénurie mettra en danger notre sécurité alimentaire, c'est une problématique à laquelle il faut commencer à réfléchir.
On peut diminuer notre dépendance en gâchant moins de nourriture, en mangeant moins de viande et en améliorant nos pratiques agricoles. On pourrait aussi développer l'utilisation du phosphore présent dans nos urines, nos excréments, les urines et excréments de nos animaux ou encore nos déchets organiques. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai un nouveau personnage qui me pose des questions et m'a largement été inspiré par Eureka. Sachez qu'il m'a quand même donné son accord pour pomper honteusement son concept. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ma part, j'espère que ça dynamise mes vidéos et que ça les rend plus agréables à regarder. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous encourage vraiment à aller la regarder. Je tiens également à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me liker, à me partager et à en discuter dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'une autre ressource dont on va finir par manquer. Suspense. C'est le réveilleur et à bientôt sur le net.